Au Houtnani, c'était exactement pareil. Il y avait des auteurs-compositeurs de la musique vietnamienne, tchécoslovaque, indienne, sud-américaine, mais surtout une majorité de chansons américaines, qui étaient interprétées soit par des Américains, soit par des Français, et parmi lesquels on trouvait par exemple Jean-François Dutertre. Je me suis dit que c'était un peu bête de chanter dans une langue que je ne comprenais pas toujours très bien, devant des gens qui la comprenaient en général jamais. Alors, euh, et sous l'influence d'un certain nombre de camarades, on s'est dit, bon, on va essayer de trouver l'équivalent français. Et on a rencontré John et Catherine au Houtnani, et on a commencé à jouer ensemble, à chanter ensemble. Et c'est à ce moment-là que Catherine nous a expliqué ce qui se passait en Angleterre. Le mouvement folk, les folk clubs, le collectage dont on n'avait jamais entendu parler, et ce qu'elle avait l'intention de faire et ce qu'ils ont fait après, quoi. Alors on a commencé à travailler ensemble vers 68-69 à peu près. Et là on a formé un groupe, on a commencé à faire ça. Et puis il s'est branché un deuxième intérêt, c'est que ensuite on s'est dit pourquoi accompagner des chansons françaises sur une guitare. Il y a peut-être des instruments locaux intéressants dont on pourrait tirer des sonorités particulières. Alors c'est là qu'on s'est mis à la recherche de l'épinette, de la vielle, des choses comme ça. Lionel Rochman a aidé beaucoup de jeunes chanteurs à se trouver un répertoire français, et pour cela, il a mis sa bibliothèque personnelle à leur disposition, par exemple. Mais malgré tout, il semble qu'il n'était pas très favorable à ce que le Houtnani devienne un endroit spécialement consacré à la chanson française, parce qu'il n'avait pas envie de faire de favoritisme. C'est peut-être pas une mauvaise chose parce que finalement, je crois que Rochman a dit ben, si vous voulez faire quelque chose, faites-le vous-même, débrouillez-vous, quoi. Et c'est de là qu'est né le bourdon en fait. C'est de l'impossibilité de faire quelque chose chez Rochman qu'est née l'idée de faire quelque chose nous-mêmes. Alors ce petit noyau qui s'était retrouvé au Houtnani pour chanter du folklore français, qui faisait des concerts, on faisait des concerts dans la MJC de la banlieue parisienne, des choses comme ça, on avait commencé à faire quelques concerts, on s'est dit, à un moment donné, il nous faut vraiment un club, faut un endroit pour qu'on se retrouve. Et c'est Roger Mason qui a trouvé une salle au Café de la Gare, et le premier bourdon a eu lieu en décembre 69. Tous les gens qui parlent de musique folk ou qui s'intitulent folk, comme nous par exemple, passent la deuxième moitié de leur temps à se demander ce que ça veut dire. Yvon Guilcher, du groupe Mélusine et collecteur. On ne sait pas. Et je pense que ce mot a été pris en fait aux anglo-saxons et qu'on l'a acclimaté chez nous sans faire l'inventaire de ce qu'il y avait sous l'étiquette. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas toujours aperçu que le contenu n'est pas du tout le même aux États-Unis et chez nous. Ce qui serait intéressant pour moi, ce de quoi ne parlent pas les journaux. Yvon Guilcher. Le monde de la musique n'en parlera jamais. Il fait une enquête sur le folk, il va voir à la Chanterelle, la Bamboche, etc. On a un article sur Perlimpinpin ou sur Malicorne, mais est-ce qu'ils iront jamais voir ce qui se passe dans l'atelier d'un club folk, ce qui se passe dans un week-end d'un club folk ou ce qui se passe dans un stage? Jamais. Or, c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que si vous allez dans un atelier de danse, vous verrez 80 gus qui sont là pour apprendre à danser. Et ces 80 personnes dansent. Et encore une fois, ça, c'est pas récupérable par qui que ce soit. Si vous allez dans un stage, vous verrez des gens apprendre à faire des polyphonies. On leur fait prendre des bourdons, on leur fait chercher leur voix sur une musique. Ça n'est récupérable par personne. Quel journal acceptera jamais d'en parler? Aucun. Ça n'intéresse personne. C'est pas spectaculaire du tout, mais c'est l'essentiel. C'est la seule chose qui mérite encore le nom de folk, qui continue, à mes yeux en tout cas, ce qu'a pu être le folk. À savoir une musique partagée, la découverte d'une musique par les gens et la possibilité qu'on leur donne de la faire eux-mêmes. Et non plus de la recevoir, ce que nous refusons, ce que nous contestons ou ce que nous avons contesté. Je crois que le folk n'est pas mort du tout, mais qui vit ailleurs que là où on le chasse, là où on cherche à le débusquer. On n'est pas des gens qui faisons une musique sur une scène, un point c'est tout, et qui faisons ensuite de la reproduction sonore par les disques de ce qu'on fait en concert. Jean-François Dutertre. Puis on consomme et on paye son disque, on paye sa place de concert. Ça, on ne fait pas que ça. Et on fait donc à côté tout un travail qui nous prend beaucoup de temps pour apprendre aux gens à jouer des instruments, à chanter. Même plus que ça, à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire à faire de l'orchestration, enfin de l'arrangement, comme on dit, ce terme atroce. Enfin, à chanter ensemble, disons à faire de la pratique de groupe. Ça, on fait ça. Tout ce qu'on fait, nos ficelles, on les démonte devant les gens.
Il y a malgré tout beaucoup de chanteurs et de musiciens en France et en Angleterre qui émettent de sérieuses réserves sur la nature de l'évolution qui s'est produite, et notamment sur l'utilisation des instruments électriques. On a toujours tendance à revenir à ce qu'on connaît. On est sécurisé par le fait de se rattacher à une certaine tradition. Yvon Guilcher, du groupe Mélusine et collecteur. On est fabriqué par quoi finalement? Par le rock, le pop ou des choses comme ça, beaucoup plus que par le chanteur paysan. Alors je pense qu'il y a là deux discours qui s'affrontent. Un discours idéologique qui consiste à valoriser le chanteur paysan, à dire les sœurs Guadec, c'est mes chanteuses préférées, à dire quelle merveille ces voix paysannes, etc. Mais personne ne fait ce qu'ils font. Et personne n'essaye de chanter à voix nue comme les sœurs Guadec ou comme le chanteur paysan. On se dépêche au contraire de rentrer dans le discours musical qu'on a hérité des variétés. La deuxième chose qui fait que je ne suis pas du tout favorable à l'électrification, c'est que s'électrifier, c'est se couper de cette pratique communautaire qui pour moi est l'essentiel. À partir du moment où vous avez besoin d'une électrification et d'une sono, vous avez besoin d'un sonorisateur, vous avez besoin de l'électricité, vous avez besoin d'un studio, ou vous avez besoin d'une scène. Vous ne pouvez plus faire votre musique, faire cette musique avec des gens n'importe où. Vous pourrez peut-être en faire une autre, mais vous serez obligé de renoncer à celle-là. Alors vous pouvez faire, en vous électrifiant, des disques superbes, extrêmement mitonnés, concoctés, mijotés en studio, avec des re-re, avec des balances faussées, de l'écho et des tas de choses. Et vous ferez un petit résultat sonore merveilleux. Mais quand il s'agira de chanter avec les gens, de jouer avec eux et de danser avec eux, il n'y aura plus personne. Et pour moi, c'est ça l'important. Je m'en fous complètement du disque mitonné en studio. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est cette pratique de la musique que tout le monde peut avoir ensemble. Et l'électrification, à mon avis, est un gros obstacle à ça. Il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont. Ne disons pas, par exemple, je prends un autre exemple, Stivell, qui est un très très bon musicien, et j'aime bien sa musique. Mais j'aime pas quand il dit, par exemple, qu'il fait une musique populaire. Parce que c'est vrai qu'il fait une musique populaire. Mais il ne faut pas jouer sur les mots. Qu'est-ce que ça veut dire que sa musique est populaire? Ça veut dire qu'elle est reçue par des milliers, par des millions de gens. Ça veut dire qu'elle plaît à des milliers et des millions de gens. Mais elle n'est pas populaire dans le sens où l'était la musique bretonne traditionnelle. Parce que celle-là, elle l'était, parce qu'elle était élaborée par des centaines de gens ensemble. Tandis que maintenant, elle est consommée par des millions de gens. C'est pas du tout pareil. Quand j'entends Blanchard de la Bamboche, qui est un très bon musicien, et qui a un groupe électrique que j'aime beaucoup, et que j'irai voir chaque fois qu'il passera. Mais je ne suis pas d'accord quand il dit « Depuis qu'on s'est électrifié, on a récupéré un public de rockers. » Parce que le but n'est pas forcément de récupérer un public de rockers. Ça serait très bien de récupérer un public de rockers si on pouvait les amener à notre musique. Mais si pour récupérer un public de rockers, il faut faire du rock, c'est plus la peine. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à jouer du clairon, on va récupérer les militaires. Et je crois que beaucoup de gens qui ont fait du folk en France n'ont pas toujours su se dégager très bien de Stivell aussi au départ. Parce que justement, le modèle était trop présent. Il y a une évolution, c'est sûr. Yvon Guilcher, du groupe Mélusine et collecteur. Je crois que d'abord qu'il y a un changement de milieu. Il y a un changement de milieu. On voit apparaître dans les clubs folk, dans les stages, dans les week-ends, etc., des gens qui ne ressemblent pas du tout à ce que nous étions ou à ce qu'était un club folk en 70. Je pense que c'est lié en gros à une évolution de toute la jeunesse en France. Il y a une dépolitisation énorme. Il y a un abandon d'esprit contestataire, de besoin de faire soi-même. C'est une chose qui est très très frappante. À chaque assemblée générale du Bourdon, la discussion revient là-dessus. Les gens se plaignent qu'on ne s'intéresse pas à eux, qu'on ne les écoute pas jouer, etc. Et puis d'autre part, il y a le fait que le contexte sociologique de la musique a beaucoup changé. Le premier club folk à Paris, le Bourdon, dans les premières années, il n'y avait pas de musiciens professionnels. Tout le monde venait et jouait. Et moi, j'allais au Bourdon avec joie en me disant, premièrement, que j'allais entendre de la musique et deuxièmement, que j'allais chanter. Je savais qu'il y avait ce double aspect de la participation au Bourdon. Les autres vous écoutaient quand vous faisiez, et vous écoutiez les autres quand ils faisaient eux-mêmes. Ça a disparu. Pourquoi? Parce que, d'abord, les gens ont été obligés de devenir professionnels pour pouvoir pratiquer leur musique, et d'autre part, ils ont fait beaucoup de progrès.
Et alors, le résultat de ça, c'est d'abord qu'il y a une coupure entre ce qu'ils sont capables de faire, entre ce que fait un violonneux comme John, par exemple, John Wright, et un violonneux débutant, entre ce que fait Perron à l'accordéon et ce que fait un débutant, et que ça n'a plus grand sens aujourd'hui d'aller écouter le débutant jouer du violon ou de l'accordéon. Ça n'a de sens que par sympathie pour lui, pour l'encourager, c'est du secourisme. Mais on n'a pas une curiosité musicale de ce qu'il va faire. Son répertoire, on le connaît, il le tient de Perron et de John. Et il n'y a plus ce qui a fait aussi le ciment des premiers festivals folk, la curiosité de voir comment les autres faisaient leur musique. Dans les débuts, par exemple, Mélusine chantait à plusieurs voix, on était à peu près les seuls, ou ils étaient les seuls à le faire. Et c'était une façon tout à fait différente d'aborder la musique, et les gens écoutaient ça avec une certaine fascination, de voir ces harmonies particulières, ces rapports de hauteur, de voix particuliers. Et d'autres faisaient autre chose. Il y avait la façon de chanter de Ben ou d'Annie. Il y avait ce que pouvait faire John à la guimbarde, instrument qu'on découvrait. On venait voir Aïe jouer des cuillères, instrument qui avait encore le prestige de la nouveauté. Et aujourd'hui, vous pouvez toujours sortir une paire de cuillères, ça n'intéresse plus personne. Il y avait une curiosité devant la musique qui était faite et qui était faite différemment par différentes personnes. Aujourd'hui, cette curiosité n'existe plus. Et même si elle existe, elle peut se satisfaire immédiatement sur disque. On aurait dû, à une certaine époque, essayer de rassembler, de s'organiser, enfin d'avoir quelque chose à mettre en face de ce qu'on sentait venir, qui était la récupération commerciale, des maisons de disques, des choses comme ça. Jean-François Dutertre, du groupe Mélusine et collecteur. Le mieux, ce serait que chacun, dans son coin, développe sa culture, je vois que ça, sans avoir besoin d'aller chercher chez les autres. Et je me demande si ça pourrait pas être aussi un moyen de débloquer la crise culturelle qu'on vit à l'heure actuelle, quoi. Parce qu'il y a quand même une sacrée crise. Qu'on ait besoin toujours... C'est quand même... Il y a quelque chose qui va pas. Parce que les gens aient besoin de s'intéresser à des modèles anciens, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Que cette espèce d'attirance actuelle pour le médiéval, pour le baroque, pour le folk, pour tout ça, pour des formes anciennes de la culture, ça signifie bien que les formes modernes de la culture sont en crise.